enfin, nous passons à la trigonométrie. Nous voyons les fonctions cosinus et sinus. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. Pi1, pi2 sont les projections sur les axes. Eh bien, elles sont continues. En effet, pi1 de xy, c'est valeur absolue de x, c'est inférieur ou égal à la racine de x2 plus y2. Et on a pris la norme euclidienne. Et si on considère x0, y0 pour epsilon positif, ça inférieur à epsilon, ça équivaut à dire que ça est inférieur à epsilon, et ça implique que ça est inférieur à epsilon, puisqu'on a eu cette inégalité. Donc on voit que pi1 de xy, en valeur absolue moins pi1 de x0, y0, est inférieur à epsilon dès que ça c'est inférieur à epsilon. Donc ça veut dire que pi1 est continue, quel que soit x0, y0, et donc qu'elle est continue, idem pour pi2. Cosinus, c'est la fonction qui a t appartenant à R, à ceci pi1 en f de t. Donc cosinus, c'est pi1 rond f, et donc elle est continue comme produit de deux fonctions continues, et la fonction sinus, c'est celle qui a t associe pi2 de f de t, donc sinus égale pi2 rond f, elle aussi continue. Quand t appartient à R, le point M de coordonnées est de coordonnées cosinus t, sinus t. Enfin, M égale f de t a pour coordonnées cosinus t, sinus t. Donc, ça vérifie ça, puisqu'il est sur le cercle. Et donc, on a ça. Et de même ça. Et donc, on a ça. Cosinus et sinus sont deux pi périodiques, ça c'est facile aussi. Pour t appartenant à R, cosinus t égale pi1 de f de t. Cosinus de t plus 2pi, c'est pi1 de f de t plus 2pi. Mais f est 2pi périodique, donc ça fait pi1 de f de t égale cosinus t, quel que soit t appartenant à R, idem pour sinus. Bon, nous verrons plus loin que 2pi, c'est la plus petite période de cosinus et de sinus. Cosinus est pair, et sinus est impair. Quel que soit t, on prend a égale f de t, donc ia est égal à t, a', le symétrique de A par rapport à X, donc on sait que IA est égal à moins T, A' est donc égal à F de moins T, ses coordonnées c'est cosinus moins T, sinus moins T, mais comme A' est le symétrique de A, ses coordonnées c'est cosinus T moins sinus T, donc cosinus moins T égale donc cosinus T, et sinus de moins T est égal à moins sinus T, quel que soit T. Donc on voit bien que cosinus est pair, et sinus est impair. Soit égale f de t, A2 symétrique de A par rapport à O fois, eh bien il va être égal, on le sait, à f de t plus pi. A3 symétrique de A par rapport à l'axe des x, lui on sait qu'il est égal à f de moins t. A4 c'est le symétrique de A3 par rapport à O. Alors A3, c'était moins t. Donc là, ça va être pi plus moins t. Pi moins t. F de pi moins t. Alors, on sait qu'on a ça. Donc, A2, c'était le symétrique de A. Donc, ça va être SY rond sigma x de A. Sigma x de A, c'est A3. Donc, c'est sigma y de A3. A1, c'est SO de A3. Et donc, ça va être sigma y rond sigma x de A3. Sigma x de A3, c'est A. Donc c'est sigma y de A. D'accord? Effectivement, ils sont symétriques par rapport à y. Et puis enfin, A2, qui est le symétrique de A par rapport à O, c'est sigma x rond sigma y de A. Sigma y de A, on vient de dire que c'est A1. Donc ça fait sigma x de A1. Voilà. Donc de tout ça, donc là il y a un rectangle bien sûr, il ressort que le x de A2, alors le A2, oui parce que A2 et le x de A2 est égal au x de A1, ils sont tous les deux symétriques par rapport à x. D'accord? Et leurs y sont opposés. Donc le y de A2 est égal à moins y de A1. Alors le x de A1, x de A2 égale x de A1, le x de A1,
bah, le x de 1, c'est évidemment l'opposé du x de a. D'accord? Donc ça nous donne quoi? A2, c'est, bah, ça va nous donner, alors quelles sont ses coordonnées? C'est cosinus de t plus x, de t plus pi. Donc cosinus de t plus pi égale cosinus de pi moins t égale moins cosinus t. D'accord? Voilà. Et maintenant, si on prend les y de A2 et de A1, de A2 et de A1, bah, ils sont opposés. D'accord? Et le y de A1, c'est celui de A. Oui. Et donc, ça me donne ça, que le sinus de t plus pi, c'est moins sinus t, et que le sinus de pi moins t, c'est sinus t. Donc, j'ai, voilà, tout ça résout. Quel que soit t appartenant à R. Le cosinus de 0, c'est égal à 1. Bon, là, il n'y a rien à dire, c'est évident, ça vient du fait que i a pour coordonnée 1, 0. Donc, le cosinus de 0, c'est 1, le sinus de 0, c'est 0. Le cosinus de pi sur 2 égale 0 et sinus de pi sur 2 égale 1, c'est parce que j a pour coordonnée 0, 1. Cosinus égale 0, sinus égale 1. Pour i', qui est le symétrique de i par rapport à O, donc lui, c'est pi, hein, c'est f de pi. Voilà. Donc ces coordonnées, c'est moins 1, 0. Donc cosinus pi égale moins 1, sinus pi égale 0. Voilà. Alors il nous reste à démontrer des formules très importantes qui sont les formules d'addition. Cosinus x plus y égale cosinus x cosinus y moins sinus x sinus y et sinus x plus y égale sinus x cosinus y plus cosinus x sinus y, quels que soient les réels x, y. Je fais un dessin. J'ai a égale f de x. Je fais un repère orthonormé OAB direct et M égale f de x plus y. Alors, f de x, s'il a pour coordonnée AB, je sais que B, j'ai déjà démontré en début de chapitre, il a pour coordonnée moins BA. Ici, A, c'est les coordonnées de A, c'est cosinus x et sinus x. Donc là, ça me fera moins sinus x cosinus x. AM, l'arc AM. Une mesure, c'est x plus, c'est celle de M moins celle de A. Chal. Donc c'est x plus y moins x. Ça fait, même pas chal, c'est la définition d'ailleurs. Donc ça fait y. Donc AM égale y. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans OAB, qui est direct, je vais avoir OM qui va être égal. Ces coordonnées, si vous voulez, ce sera cosinus y, sinus y. Donc cosinus y OA plus sinus y OB. Alors OA, lui, ben, OA, je reviens au repère OIJ. Et bien dans OIJ, c'est cosinus x, sinus x. Donc, cosinus x OI plus sinus x OJ. Et OB, qui est orthogonal, ben, j'ai dit tout à l'heure, moins sinus x OI plus cosinus x OJ. Et je remplace là-dedans. Donc ça fait cosinus y fois ça, plus sinus y fois ça. Je rassemble en OI, et je trouve ça. Je rassemble en OJ, et je trouve ça. Mais maintenant, je dis que OM, dans le repère OIJ, ses coordonnées sont cosinus x plus y, sinus x plus y. Donc le cosinus x plus y est égal à ça, et ça me donne la première formule. Et le sinus x plus y est égal à ça, ça me donne la deuxième formule. En remplaçant y par moins y dans les formules d'addition, on a dans ces formules d'addition-là, si je remplace y par moins y, ça va me donner quoi? Cosinus de x moins y égale cosinus x cosinus moins y. Et ça c'est pareil que cosinus y. Moins sinus x, sinus moins y. Sinus moins y, par contre, ça fait moins sinus y. Donc ça fera plus sinus x, sinus y. Et dans celle-là, sinus x moins y, bah, ça fera sinus x cosinus y, de moins y, mais ça fait cosinus y, plus cosinus x sinus moins y. Donc ça introduit un moins. D'accord? Donc on a ça. Alors pour démontrer les formules d'addition, on a utilisé, hein, c'était comme ça, là, on avait fait un angle droit. Là, c'est coordonnées cosinus x, sinus x, et là, cosinus de x plus pi sur 2, sinus x plus pi sur 2,
Mais on sait que si lui c'est AB, là c'est moins BA. D'accord? Moins BA. Donc on avait dit que cosinus de x plus pi sur 2 égale moins sinus x, et sinus x plus pi sur 2 égale cosinus x. On peut le retrouver facilement avec les formules d'addition. Cosinus x plus pi sur 2, cosinus x cosinus pi sur 2 moins sinus x sinus pi sur 2 égale moins sinus x. C'est pareil pour le deuxième. Sinus x plus pi sur 2 est égal à sinus x cosinus pi sur 2 qui fait 1 plus cosinus x sinus pi sur 2 qui fait 0. Et donc ça fait cosinus x. Voilà. De même, cosinus de pi sur 2 moins x. Alors là, c'est pi sur 2 moins x. C'est celle-là que j'utilise. Donc cosinus pi sur 2 cosinus x plus sinus pi sur 2 sinus x. Ça fait 1, ça fait 0, donc il reste sinus x. Sinus pi sur 2 moins x, c'est sinus pi sur 2 cosinus x moins cosinus pi sur 2 sinus x. Ça fait 0, ça fait 1, ça fait donc cosinus x. Alors là, j'insiste, hein, c'est intéressant cette formule, plus que l'autre, parce que l'autre, le problème c'est qu'il y en a un qui change de signe. Là, on voit que pi sur 2 moins x, ça permet d'échanger les cosinus avec x. D'accord? Et les sinus, les deux. Enfin, je termine par cosinus 2x qui est égal à ça. Sinus 2x qui est égal à ça. Ça, c'est évident. On écrit la formule d'addition cosinus x plus x. Donc cosinus x, ça fait cosinus carré x. Moins sinus x, donc moins sinus carré x. Mais, on a ça. Donc je peux remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré. Donc si je remplace ici par 1 moins cosinus carré, j'obtiens 2 cosinus carré moins 1. Et je peux remplacer cosinus carré par 1 moins sinus carré. Et à ce moment-là, ça me fait 1 moins 2 sinus carré. Sinus de 2x, ben c'est sinus de x plus x. Donc ça fait sinus x cosinus x plus cosinus x sinus x. Donc ça fait 2 sinus x cosinus x. Nous allons montrer que cosinus et sinus sont dérivables en 0. La dérivée en 0 du cosinus c'est 0, la dérivée du sinus en 0 est égale à 1. Et donc on a limite de cosinus x moins 1 sur x quand x tend vers 0 qui est égale à 0. Et limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 qui est égale à 1. Bon, avec ça on pourra démontrer ensuite que cosinus et sinus sont dérivables sur R. On prend x positif petit, donc on est dans le premier cadran, dans cette configuration-là, avec IP qui mesure x, donc ici on a cosinus x, et P a pour coordonnées cosinus x, sinus x. Donc M, IM, ici ça fait sinus x. On applique Thalès, OH sur OI est égal à HP sur IM, qui nous fait donc cosinus x sur 1 égale sinus x sur IM. Donc IM égale sinus x sur cosinus x. Mais HP, on sait qu'il est plus petit que IP, c'est parce que IP c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle IHP rectangle H. Et on sait que la corde IP est plus petite que l'arc IP, que la longueur de l'arc, et que la longueur de l'arc est plus petite que la longueur IM. D'accord? Donc on a ça. Donc ça veut dire qu'on a le sinus x. Le sinus x, ça c'est la longueur, c'est HP. D'accord? Qui est inférieur ou égal à IP, ça c'est x. Qui est inférieur ou égal à IM, c'est sinus x sur cosinus x. Donc de tout ça, vu que cosinus est positif, là par exemple on a cosinus inférieur à sinus x sur x. Et le sinus x sur x est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc, comme le cosinus en plus est continu, cosinus, limite de cosinus x quand x tend vers 0, est égal à cosinus 0, et donc égal à 1. Donc ça tend vers 1. Bah, l'autre entre les deux, il tend vers 1, théorème de gendarme. D'accord? Voilà. Alors si x est négatif maintenant, bah, on est dans le cadran ici, et on pose t, oui parce qu'il est petit en plus, et on pose t est égal à moins x, qui est positif. Donc sinus x sur x égale sinus moins t sur moins t égale moins sinus t sur moins t égale sinus t sur t, limite de t quand x tend vers 0 égale 0,
enfin 0 moins égale 0 plus, et limite de sinus t en 0 plus est égale à 1. Donc limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 moins égale 1, comme là. On a donc limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1, ce qui veut dire ça, puisque sinus 0 est égal à 0, et donc ça veut dire que sinus est dérivable en 0, et que la dérivée est égale à 1. On fait la même chose avec cosinus x moins 1 sur x. Alors lui, on peut l'écrire cosinus de t, en posant x égale 2t, c'est-à-dire t égale x sur 2, sur 2t, donc moins 1. Donc ça, formule de duplication, ça fait 1 moins 2 sinus carré t moins 1, donc ça fait moins sinus t sur 2t. Oui, et je simplifie par 2. Donc ça fait ça. Mais le sinus est continu en 0, donc la limite de sinus t quand t tend vers 0 égale sinus 0 égale 0. Et on vient de voir que la limite de sinus t sur t en 0 est égale à 1. Comme t tend vers 0 quand x tend vers 0, la limite du cosinus x moins 1 sur x est égale à la limite de ce truc-là quand t tend vers 0, ça fait moins 1 fois 0, égale 0, la tête à Toto. Donc, limite de cosinus ce 1, là, c'est quoi? C'est cosinus 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 égale 0. Et ça veut exactement dire que cosinus est dérivable en 0 et que sa dérivée est égale à 0. Les fonctions cosinus-sinus sont dérivables sur R. La dérivée du cosinus est égale à moins sinus, la dérivée du sinus est égale à cosinus. Démonstration, on fixe x appartenant à R, soit h appartenant à R étoile, et on étudie ça, qui est égal à, alors c'est les formules d'addition, et après on factorise par cosinus x. D'accord ? Mais le cosinus h moins 1 sur h tend vers 0, on l'a vu ça, et sinus h sur h tend vers 1 quand h tend vers 0. Donc delta h tend vers moins sinus x. Donc cosinus x est dérivable en x, et cosinus prime x égale, la dérivée est égale à moins sinus x, quel que soit x appartenant à R. Donc cosinus est dérivable sur R, et sa dérivée c'est moins sinus. On fait pareil pour le sinus, avec les formules d'addition, et on factorise le sinus, et là encore, ça tend vers 0, ça tend vers 1, donc ça tend vers cosinus x. Donc sinus est dérivable en x, et sinus prime x égale cosinus x, quel que soit x appartenant à R. Donc sinus est dérivable sur R, et sa dérivée c'est cosinus. D'où on en déduit que cosinus sinus sont c infini sur R, et que quel que soit n appartenant à n, la dérivée 2n du cosinus c'est moins 1 puissance n cosinus. La dérivée 2n plus 1 c'est moins 1 puissance n plus 1 sinus. La dérivée 2n c'est moins 1 puissance n sinus, et la dérivée 2n plus 1 c'est moins 1 puissance n cosinus. On fait ça par récurrence. Cosinus 0 c'est cosinus, cosinus prime c'est moins sinus. Ça commence bien. D'accord? Alors, est-ce que ça marche ça? Bah oui, je remplace n par 0, bah, ça marche, hein, c'est bien ça. Et je remplace ici n par 0, ça fait moins sinus, ça marche aussi. J'appelle Pn la propriété qui dit que cosinus 2n existe, cosinus 2n plus 1 existe. Ça veut dire que toutes celles d'avant aussi existent. Hein. Et que la dérivée 2n est égale à ça, et que la dérivée 2n plus 1 est égale à ça. Donc je viens de voir que P de 0 est vrai, et je suppose que P de n est vrai. Je pose P égale n plus 1, là j'ai ça, d'accord, et donc je redérive. Donc cosinus 2n plus 2 va être égal à moins 1 puissance n plus 1 dérivée du sinus, c'est-à-dire cosinus, d'accord, et cosinus 2n plus 3, je redérive un coup de plus, donc le cosinus va faire un moins sinus qui, marié avec le moins 1 puissance n, va me faire un moins 1 à la puissance n plus 1 sinus, d'accord. Donc, qu'obtiens-je? J'obtiens que là, non, parce que là c'était moins 1 puissance n plus 1, pardon. Il y avait une erreur. Donc c'était bien moins 1 puissance n plus 2. Voilà. Donc j'obtiens que cosinus 2p, parce que ça c'est exactement 2p, c'est 2 facteurs de n plus 1, est égal à moins 1 puissance p cosinus.
Bon, moins 1 puissance p cosinus, c'est ce que je veux à l'ordre p. Et puis j'obtiens que cosinus de p plus 1 est égal à ça. Et ça, c'est quoi? C'est moins 1 puissance p plus 1 sinus. Et ça, c'est ce que je veux aussi. Donc ça veut dire que p de n plus 1 est vrai, donc que p est héréditaire. Comme p de 0 est vrai, eh bien ça veut dire que la propriété est toujours vraie d'après le théorème de récurrence. Et du coup, je vais avoir la dérivée 2n, la dérivée 2n plus 1 qui existe toujours, quel que soit n appartenant à n. Donc en fait, ça veut dire que les dérivées d'ordre n existent quel que soit n appartenant à n. Donc j'ai bien cosinus qui est c infini. D'accord? Eh bien, maintenant je fais la même chose. Enfin, non, je ne fais pas la même chose d'ailleurs. J'observe que le cosinus prime est égal à moins sinus. Donc que le sinus est égal à cosinus prime, à moins cosinus prime. Donc, comme celle-là est c infini, ben, l'autre va l'être aussi. D'accord? Et sa dérivée énième va être égale à moins la dérivée n plus unième du cosinus. Alors, si n est pair, ça veut dire que sinus 2n est égal à moins cosinus 2n plus 1. Alors, je regarde ce que c'est. Le cosinus 2n plus 1, c'était ça. Et j'ai mis un moins devant. Ça fait moins 1 à la puissance n plus 2 sinus. Donc, moins 1 puissance n sinus. Donc, alors, moins 1 puissance n sinus, c'est exactement ce que je veux. Et puis, si je redérive un coup, eh bien, le sinus de n plus 1, la dérivée de n plus 1, va être égal, ben là, je dérive mon sinus. Ça fait donc moins 1 puissance n. Cosinus, c'est ça, c'est bien ce que je veux. D'accord? Et donc, voilà, j'ai toutes les formules, et puis j'ai bien expliqué pourquoi le sinus était c infini. On étudie maintenant les variations des fonctions cosinus et sinus. D'abord sur le segment 0,1,5, c'est-à-dire le premier cadran. Donc dans le premier cadran, on sait que cosinus et sinus sont positifs. On sait aussi que la dérivée du cosinus c'est moins sinus, donc c'est négatif, et que la dérivée du sinus c'est cosinus, c'est positif. Bon, ce qui nous dit que le cosinus est décroissant et le sinus croissant, ben ça, quand on regardait les courbes, on voit bien que le cosinus, là, il diminue de 1 à 0, et puis que le sinus, il augmente de 0 à 1. Bon, donc on a exactement ça. L'avantage des dérivés, c'est qu'on a les pentes, et qu'on peut construire le graphique de sinus et le graphique de cosinus. Alors maintenant, je suis plus sur la fonction sinus. Je remarque que sinus pi moins x égale à sinus x, donc on a une symétrie par rapport à la droite d'équation x égale pi sur 2, et donc pour le sinus 1, et donc ça me donne que je fais ça. Et j'obtiens la courbe sur 0 pi. Donc elle va être comme ça la courbe. C'est-à-dire que le sinus entre pi sur 2 et pi, il descend de 1 à 0. C'est la symétrie. Et ensuite, j'utilise le fait qu'elle est impaire, cette fonction. Donc je fais une symétrie par rapport à 0. Donc cette partie-là, je la mets de l'autre côté. D'accord? Et là, je l'obtiens sur une période, puisque ça va de moins pi à pi. Donc après, j'ai plus qu'à continuer des deux autres côtés, j'en parlerai tout à l'heure. Le tableau de variation, bah, ça nous fait ça. D'accord? Alors maintenant, la fonction cosinus, bah, elle aussi, il y a une symétrie quand je fais ça, mais il y a un moins. Donc ça veut dire que cette partie-là, je ne la retrouve pas comme ça, je la retrouve comme ça, de l'autre côté. Voilà. Puis ensuite, bah, j'utilise qu'elle est paire. Donc cette partie-là, je la mets de l'autre côté. Et ça me fait ça, ça me fait H. D'accord? Alors on va voir qu'on peut passer de l'une à l'autre en faisant une translation de pi sur 2. Le tableau de variation qui est associé à la courbe. J'ai remis là les deux courbes des fonctions, donc là la fonction sinus, la fonction cosinus, en remarquant que grâce à cette formule, la courbe du cosinus, donc celle-là, se déduit de celle du sinus en faisant une translation de vecteur U de coordonnées moins pi sur 2, 0. Depuis la plus petite période du cosinus et du sinus. Supposons le contraire, on aurait donc ça. Et on utilise à nouveau cette formule qui nous donne ça. Ça ferait cosinus t.
Et cosinus t, c'est sinus de t plus pi sur 2. Et donc, on a ça, quel que soit t. Donc, si je prends n'importe quel x en posant t égale x moins pi sur 2, et en le remplaçant ici, ça me donne que sinus de x plus t est égal à sinus x. Et donc, je vois que le sinus est aussi t périodique. Donc, quand je reprends ma fonction f d'il y a bien longtemps, ce qui indique le point qui est sur le cercle avec l'arc de t, eh bien, il a pour coordonnée cosinus t, sinus t, et donc la fonction f va être t périodique avec un t qui est plus petit que 2pi. Bon, ça c'est faux parce qu'on avait vu que la fonction f était bijective sur l'intervalle 0,2pi, donc elle ne peut pas être... peut pas avoir une période elle peut pas avoir une période inférieure à 2pi. Voilà, donc c'est bien la plus petite période. Autre raison, on remarque que le cosinus est strictement croissant. C'est pas le cosinus d'ailleurs, c'est le sinus qui est strictement croissant sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc la période t, il faudrait qu'elle soit supérieure à pi, mais comme t doit diviser 2pi, eh bien ça veut dire que t est égal à 2pi. Voilà. Idem avec le cosinus. Remarque, la restriction du sinus à moins pi sur 2, pi sur 2 réalise une bijection croissante de moins pi sur 2, pi sur 2 sur moins 1, 1. Il suffit de regarder la courbe d'ailleurs, ou le tableau de variation qu'on avait avant, c'est ça, d'accord. Et on note arc sinus, sa fonction réciproque, qui est donc une fonction de moins 1 vers moins pi sur 2, pi sur 2, qui à x associe l'unité telle que sinus t égale x. Arc sinus, une fonction continue strictement croissante. Bon, on l'étudiera dans un autre chapitre qui concerne aussi les fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses. De même, la restriction de cosinus x à 0pi réalise une bijection décroissante de 0pi sur moins 1, 1. On note arc cosinus sa fonction réciproque qui à x appartenant à moins 1, 1 associe l'unité appartenant à 0pi telle que cosinus t est égal à x. Elle aussi est continue décroissante et on l'étudiera dans ce fameux chapitre. Voilà. Alors, on va encore voir une propriété sur sinus, cosinus, et après on passera à la dernière fonction circulaire. Enfin, il y en a deux autres, mais on va en étudier qu'une, c'est la tangente. Il y a aussi la cotangente, mais on ne va pas l'étudier. Développement en série entière des fonctions sinus et cosinus. Donc voilà le résultat que l'on va démontrer. Alors bien sûr, comme la fonction sinus est une fonction impaire, on n'a que des termes impairs. Et comme la fonction cosinus est une fonction paire, on n'a que des termes pairs. Démonstration, on applique la formule de Taylor-Lagrange parce que ces deux fonctions-là sont de classe C infinie. Donc on a f de x égale somme de 0 à n des f km de 0 sur factoriel k x puissance k plus f dérivée n plus 1 en c sur n plus 1 factoriel x à la puissance n plus 1, c appartenant à 0x, x pouvant être positif ou négatif. On va choisir r positif et valeur absolue de x inférieure à r et on prend f égale sinus. Donc f km égale sinus km égale moins 1 puissance m sinus si k est égal à 2m est égal à moins 1 puissance m cosinus si k égale 2m plus 1. Ça, on l'a déjà démontré. Donc f km de 0, comme sinus ça fait 0, ça va faire 0 si k est pair, et sinon ça fera moins 1 puissance m cosinus de 0, c'est-à-dire moins 1 puissance m si k est impair. Donc on va appliquer Taylor-Lagrange en prenant n impair, donc en remplaçant n par 2n plus 1. Ça nous fait sinus de x égale somme de 0 à n, et là il y a que des termes impairs, donc de sinus 2k plus unième en 0, x puissance 2k plus 1 sur factoriel 2k plus 1 plus sinus 2n plus 2, enfin la dérivée de n plus 2 en c
x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel, ce qui nous fait, puisque ça on a dit que ça faisait 1, donc ça fait somme, moins 1 puissance k, pardon, donc ça fait somme de moins 1 puissance k sur 2k plus 1 factoriel x à la puissance 2k plus 1, hein, ça c'est un 2, qu'on se le dise, plus moins 1 puissance, ben là ça va être, oui c'est pair, donc c'est moins 1 puissance, c'est 2 fois n plus 1, donc ça fait ça, sinus c x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel, ça c'est le reste de Taylor. D'accord? Comme c appartient à 0x et que x est inférieur en valeur absolue à r, on a une valeur absolue de c qui est inférieure à r. Donc ce truc-là, ce reste, il va être inférieur à r à la puissance 2n plus 2, ça c'est valeur absolue, ça fait 1, sur 2n plus 2 factoriel. Et ça tend vers 0, bah, c'est comme tous les r puissance n sur n factoriel, parce que cette série-là, somme des x puissance n sur n factoriel, qui est égale en fait à l'exponentielle de x, donc c'est une série convergente, donc ça tend vers 0. Donc ce truc-là, ça tend vers 0, et donc la série entière que j'ai écrite là converge vers sa somme qui va être sinus x. Voilà, donc somme de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel x puissance 2n plus 1 converge vers sinus x, quel que soit x tel que la valeur absolue de x soit inférieure à r, mais quel que soit r, donc quel que soit x appartenant à c. Ce qui veut dire que sinus est développable en série entière sur r. On peut refaire la même démonstration avec cosinus, mais on peut aussi remarquer que la dérivée du sinus, c'est cosinus. Et comme on peut dériver les séries entières, ben on ne va pas se gêner. Et donc, quand je dérive un truc comme ça, évidemment, ça fait 2n plus 1 x à la puissance 2n, et le 2n plus 1, il va rester que 2n factoriel en bas. Et donc, ça nous fait ça. Voilà. Et donc, finalement, la grande conclusion, c'est de dire que sinus et cosinus sont développables en série entière sur R, que sinus est égal à la somme de 0 à plus infini de moins 1 puissance n sur 2n plus 1 factoriel x à la puissance 2n plus 1, et que cosinus x est égal à la somme de 0 à plus infini de moins 1 puissance n sur 2n factoriel x à la puissance 2n, quel que soit x appartenant à R. On reprend la fonction f du début du chapitre, donc qui est celle-là avec ça, et on identifie le plan à c, nombre complexe. Donc f de x va s'écrire cosinus x plus i sinus x, c'est une fonction de r vers c qui est c infini comme f. Si x, y appartiennent à r, f de x plus y est égal à ça, donc ça, donc ça, donc ça. Alors là, je rappelle ça. De plus, f' de x à f' de x, c'est quand on dérive ça. Donc ça fait moins sinus x plus i cosinus x, qu'on peut écrire i facteur de cosinus x plus i sinus x, c'est-à-dire i f de x, quel que soit x. Alors rappelons que les solutions de l'équation différentielle réelle, là, donc avec lambda appartenant à r, y' égale lambda y, sont ces fonctions-là. Et que la seule qui vérifie la condition de Cauchy, y de 0 est égal à 1, c'est celle-là, c'est évident. Eh bien, ici, j'ai ça, le lambda c'est i, alors évidemment il est complexe, et f de 0 est égal à 1. Tout ça nous conduit à poser f de 0 est égal à... oui, f de 0 égale 1, c'est-à-dire f de 0 égale i. Tout ça nous conduit à poser cette notation-là, c'est-à-dire cosinus x plus i sinus x, on le note ça. F de x, on le note ça. Comme ça. Voilà. Exponentielle de x. Donc cette fonction-là, évidemment, est c infini, comme f, sa dérivée est ça. Je rappelle tout ce qu'on vient de voir, en fait. On a donc f de x, f de moins x égale f de 0 est égal à 1. Donc exponentielle x est différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Et exponentielle moins ix égale 1 sur exponentielle x. Donc exponentielle i facteur de x moins y, qui est égal à ça, va être égal à ça. De plus, exponentielle i pi sur 2, bah, c'est égal à i. Bah, on va retrouver le f de pi sur 2 qui est égal à j.
exponentielle de i c'est égal à moins 1, on retrouve le f de pi qui est égal à i', et de la même façon, le f de 3 pi sur 2 qui est égal à j', ça fait moins 1. En fait, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est égal à ça. Alors, le conjugué d'exponentielle x, c'est ça. Donc ça fait cosinus x moins i sinus x, donc c'est cosinus de moins x plus i sinus de moins x. Donc c'est égal à exponentielle de moins x. Alors avec les propriétés de f, on a immédiatement que f de x il appartient au cercle, hein, quel que soit x appartenant à R, donc on a ça. Ça, on sait, f c'était une surjection, donc ça va être une surjection de R sur le cercle, unité. Et puis sa restriction à 0,2 pi, c'était une bijection. Donc ça sera pareil pour exponentielle x. Voilà. Je fais un petit dessin là pour placer l'exponentielle x, hein, pour conclure ça. Donc ici j'ai exponentielle ix. Ici j'ai le conjugué, et le conjugué on a vu que c'était moins x. Bon, là j'ai le cosinus x, pardon. Et puis là, j'ai le sinus x. Évidemment, comme f qui a x fait correspondre exponentielle x, alors le cercle c'est u, hein, on l'appelle u, et 2pi périodique, c'est un homomorphisme C infini du groupe R+, vers le groupe U multiplié. Ça c'est le groupe unité, le groupe des complexes de module 1. Ben, c'est le cercle. On a vu qu'il est surjectif de pi périodique et réalise une bijection de ça, mais aussi une bijection de ça, et aussi une bijection de ça. On retrouve facilement le périmètre du cercle en intégrant ça, hein, parce que le module ici, c'est racine de cosinus carré, plus sinus carré ça fait 1, hein, bien sûr, il est sur le cercle, donc ça fait 2pi. Rappelons enfin que x est une mesure de im où m est égal à exponentielle x, il est là. Et donc ça, on va le retrouver aussi. Si on fait somme de 0 à alpha, alors là j'ai mis x, mais j'aurais pu mettre x, ça aurait été mieux là du coup. Eh bien ça nous fait évidemment x. D'accord. Quel que soit z appartenant à ces étoiles, z sur module de z appartient à u, c'est évident, hein, son module est égal à 1. Donc il existe θ appartenant à R, unique modulo de pi, on le sait, hein, tel que l'on est ça, c'est-à-dire ça. θ, alors je vais appeler θ égale IP, où P est égal à exponentielle iθ. En gros, j'ai M ici, c'est Z, bon, son module c'est R, donc il est sur le cercle de centre 0 et de rayon R, mais là j'ai P. Quand je divise par R, j'obtiens un complexe qui est là, qui est exponentielle iθ, et ça, c'est θ. D'accord. Cet arc-là, c'est θ. Voilà. θ est ici. Donc c'est ça que je raconte ici. P est égal à f θ égale exponentielle iθ. Donc il est unique à 2pi près. Alors IP, c'est la mesure de IP, mesure de l'arc orienté IP, on l'appelle l'argument de Z. On se donne Z, on se ramène au cercle unité, et puis cet arc-là, on l'appelle l'argument. Alors l'argument, il a plusieurs mesures équivalentes modulo de pi, on les appelle des déterminations de l'argument. Et on l'a en mode comme ça, d'accord? Voilà. θ égale l'argument de z modulo de pi. Donc z est égal à r exponentielle θ. Ça s'appelle l'écriture exponentielle, parce qu'il y a l'exponentielle, de z. Alors z appartenant à ces étoiles. Et quand on remplace l'exponentielle iθ par cosinus θ plus sinus θ, on appelle ça l'écriture trigonométrique de z. C'est la même chose. Remarque, cosinus x est égal à partie réelle d'exponentielle x, c'est égal à ça. Sinus x égale partie imaginaire d'exponentielle x, c'est égal à ça.
Donc, en fait, quand on rassemble les deux, exponentielle ix qui est égal à cosinus x plus i sinus x va être égal à la somme de ces deux-là. Seulement, on remarque que pour n égale 2k, ça, c'est égal à ça. C'est-à-dire qu'on retrouve ça. Et pour n impair, ça. On retrouve ça. Donc, en fait, on s'aperçoit que exponentielle x, ix est égal à la somme des ix à la puissance n sur factoriel n. Ce qui rappelle le développement en série entière de x et invite à poser pour tout z appartenant à C, exponentielle z égale somme des zn sur factoriel n. C'est possible ça parce que la règle d'Alembert nous montre que pour z différent de 0, mais c'est évident pour z égale 0, 1 est égal à 1, ça nous fait ça et ça tend vers 0. On montre que, ensuite on montre ça c'est des produits de série entière. Puis on montre que ça, bon bah on a ça forcément, et donc on a une application qui va de R vers U, et on montre qu'elle est C infinie depuis périodique surjective, et que si Z égale A plus IB est différent de 0, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, enfin si Z appartient à C étoile, eh bien, on a z égale module de z exponentielle iθ, où θ tel que exponentielle iθ est égal à z sur module de z. Et puis après ça, etc., etc. Bon, mais là, je suis en train de débuter, de schématiser une leçon qui se fera dans le chapitre trigonométrique Bac plus 1, où là, on ne va pas du tout définir les fonctions circulaires comme on l'a fait, mais on va partir justement de l'exponentielle d'un nombre complexe. D'accord ? Pour arriver ensuite aux fonctions cosinus, sinus, etc. La partie délicate, c'est celle-là, qui consiste à démontrer que ça, c'est un homomorphisme continu, c'est infini, surjectif, qui réalise une bijection entre 0 et 2π, et au passage, comment on va faire pour définir pi. Alors on étudie là la fonction tangente, donc de la variable réelle. Elle est définie par tangente x égale sinus x sur cosinus x, et évidemment il ne faut pas que le cosinus soit nul. Donc il faut que x soit différent de pi sur 2 plus kpi. Donc elle est définie sur R privé de pi sur 2 plus pi z, qui est en réalité un fermé, donc c'est un ouvert ce domaine-là. Et comme la fonction sinus est impaire et la fonction cosinus est paire, tangente de moins x, ça va faire sinus de moins x sur cosinus de moins x. Donc ça fait moins sinus x sur cosinus x, ça fait moins tangente x. Donc elle est impaire, c'est infini, parce que les deux autres sont c infini, et pi périodique. La dérivée de la fonction tangente, bah, c'est... Quand j'utilise la formule u'v moins uv' sur v2, ça fait cosinus par cosinus, moins sinus fois sinus, donc ça fait cosinus carré plus sinus carré, donc 1 sur cosinus carré. Et si je remplace donc le 1, si je le laisse sous la forme cosinus carré plus sinus carré, je vais avoir cosinus carré sur cosinus carré qui fait 1, plus sinus carré sur cosinus carré qui fait tangente carré. Donc au passage, je vois qu'elle est strictement positive. Alors, j'étudie donc sur R privé de pi z, je ne sais pas pourquoi j'ai effacé ça, pi sur 2 plus pi z. Alors, comme elle est pi périodique sur un intervalle de longueur pi, comme elle est impaire, bah, je vais prendre sur 0 pi sur 2. Donc, sa dérivée est égale à 1 en 0, elle est positive, la fonction est strictement croisante, tangente 0, bah, ça fait sinus 0 sur cosinus 0, ça fait 0. Et en plus l'infini, on a sinus x qui tend vers sinus de pi sur 2, c'est-à-dire vers 1. Mais en bas, cosinus x tend vers 0 par valeur supérieure, donc ça fait 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Voilà, avec la pente qui est de 1, donc je trace la pente de 1, et la fonction fait ça, en fait elle est au-dessus de la tangente, et puis là elle est en dessous. Bon, il y a un point d'inflexion, je ne vais pas l'étudier ici. Et je vois surtout que ça réalise une bijection de moins pi sur 2 vers R.
D'accord? Et cette fonction est strictement croissante. Et donc, ça m'indique aussi que, puisque c'est une bijection sur un intervalle de longueur pi est bien la plus petite période de la fonction tangente. Voilà. Donc, j'ai la fonction tangente entre moins pi sur 2, et puis je la reporte autant de fois que je veux pour avoir la fonction sur grand R, et l'étude est terminée. Quelques formules avec tangente. Si A, B, A plus B n'appartiennent pas à pi sur 2 plus pi z, on a tangente A plus B qui est égale à tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Alors on remarque d'ailleurs que ça là, parce qu'on a peur que ça soit égal à 0 évidemment, mais c'est égal à 0 si et seulement si cosinus A plus B égale 0, c'est-à-dire tangente A plus B n'existe pas, c'est-à-dire A plus B appartient à pi sur 2 plus pi z. D'accord? Donc il faut bien mettre avec les trois conditions, on est sûr de pouvoir tout écrire. Tangente A plus B égale ça, on divise ensuite par cosinus A cosinus B, et le résultat est immédiat. Conséquence, si on a ça, cette fois-ci, on va avoir ça, forcément, et puis si on remplace A et B par x, pour x n'appartenant pas à pi sur 4 plus pi sur 2z, ni à pi sur 2 plus pi z, on aura tangente de x égale 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Pour la première, il suffit de remplacer b par moins b, et comme la fonction tangente est impaire, le tour est joué. Pour la deuxième, il faut pouvoir parler de tangente x et de tangente 2x. Alors pour parler de tangente x, il faut être sûr que 2x n'appartiennent pas à pi sur 2 plus pi z, donc on a cette condition. Donc il nous faut cette condition, et puis évidemment pour parler de tangente x, il nous faut aussi cette condition. Voilà. Donc tangente 2x à ce moment-là, c'est tangente x plus tangente x sur 1 moins tangente x, donc ça fait bien 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Pour x n'appartenant pas à pi sur 2 plus 2 kpi, eh bien c'est-à-dire pour, c'est pas ça d'ailleurs, c'est 2 pi z, ça veut dire pour x n'appartenant pas à, voilà, à pi sur 2 plus 2 pi z. Eh bien 1 moins cosinus x sur 1 plus cosinus x est égal à tangente carré x sur 2. Bon, ce qu'on remarque, c'est que ça, c'est nul si et seulement si x appartient à pi plus 2 pi z. D'accord? Ça équivaut à dire que x sur 2 appartient à pi sur 2 plus pi z. C'est-à-dire, ça c'est la condition pour que tangente x sur 2 n'existe pas. Donc on a bien, à partir du moment où on a ça c'est pas nul non plus. De toute façon, c'est évident, moins cosinus x, alors on utilise des formules avec les cosinus. On utilise la formule cosinus 2x égale 1 moins 2 sinus carré x, et puis aussi est égal à 2 cosinus carré x moins 1, sauf qu'on remplace x par x sur 2. Donc ça fait 2 sinus carré x sur 2 sur 2 cosinus carré x sur 2, ce qui fait tangente carré x sur 2. On a aussi 1 moins cosinus x sur sinus x égale tangente x sur 2, ça c'est pour x différent de pi plus pi z. Démonstration, d'abord sinus x égale 0 si et seulement si x appartient à pi z. Et puis pour x sur 2, il faut que l'on ait ça, c'est-à-dire ce qui équivaut à ça. Donc si x n'appartient pas à pi z, eh bien effectivement on aura ça. Donc les deux sont bien définis. Et là, c'est des formules, 2 sinus carré x sur 2, et puis ça ici, donc tangente x sur 2. Si x appartient à moins pi sur 2, et que t est égal à tangente x, alors on a ces deux résultats. 1 plus t2, c'est 1 sur cosinus carré, donc cosinus carré est égal à ça. Et x appartient à ça, donc le cosinus x est positif, donc on prend la racine. Sinus x, c'est tangente x fois cosinus x. Tangente x, donc c'est t fois 1 sur, donc ça fait ça. Et enfin, pour x appartenant à moins pi sur 2 et t égale tangente x sur 2, on a ces trois formules. X sur 2 appartient à moins pi sur 4, donc la tangente existe. C'est pas un pi sur 2 plus kpi.
Donc 1 moins T2 différent de 0, parce que 1 moins T2 c'est égal à ça, c'est différent de 0, parce que cosinus x est positif sur ça. Donc ça nous fait que 1 moins T2 sur 1 plus T2, c'est cosinus x sur cosinus carré x sur 2 fois 1 sur 1 plus T2. Mais 1 plus T2, ça fait ça. Donc finalement, on obtient cosinus x, parce que là, il y a des simplifications entre ces deux-là, il ne reste plus que cosinus x. 2t sur 1 plus t2, c'est 2. Alors le t, c'est sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. Le 1 sur 1 plus t2, ça fait ça. Et maintenant, je simplifie ça et ça. Il en reste un en haut. Et donc, ça fait 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2 égale sinus x. Et puis, le tangente, il existe bien là-dessus. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, on divise ça par ça. Et on trouve bien 2t sur 1 moins t2. Sinus, cosinus et tangente d'un angle dans un triangle. En pratique, il s'agit d'un angle dans un triangle ABC formé de 3 points 2 à 2 différents, non alignés. On voit ici le cas des triangles rectangles. Après, les autres triangles, on les partage. En triangle rectangle, soit ABC rectangle en A, le cercle de centre B de rayon 1 coupe la demi-droite BA en I, et on complète par J pour avoir un repère orthonormé direct. La droite BJ est parallèle à la droite AC, donc A et C sont dans le même demi-plan de frontière BJ. Donc leur demi-droite aussi, et C coupe BC en M, qui lui est sur la demi-droite BC, donc aussi dans le même demi-plan. Donc C et puis M aussi, on peut dire M et C sont dans le premier cadran, dans cette partie-là. C'est surtout M, l'autre est plus loin ou plus près, quitte à changer l'orientation du plan. L'orientation du plan, elle change l'arc IM, enfin la mesure de l'arc IM en moins IM. On peut supposer que M est dans le premier cadran. Bon, et du coup, ça nous fait que l'arc IM, BIBM si vous voulez, mais en fait c'est l'arc IM qu'il faut noter ça. L'arc IM, il est égal à alpha modulo de pi avec un alpha qui est entre 0 et pi sur 2 puisqu'il est dans le premier cadran. J'appelle H le projeté de M sur BA et il appartient à la demi-droite bien sûr et j'applique Thalès qui me dit que BH sur BA est égal à BM sur BC est égal à HM sur AC. Je remplace BH, les coordonnées de M c'est cosinus alpha et sinus alpha. Donc ça fait cosinus alpha. Ça fait BH, ça fait cosinus alpha et HM ça fait sinus alpha. Donc je remplace et puis BM, lui, BM il est égal à 1. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Et donc ça me donne que cosinus alpha égale BA sur BC, que sinus alpha est égal à AC sur BC, et la tangente, c'est quand on divise les deux, c'est-à-dire le sinus AC donc sur BC divisé par BA sur BC, donc ça fait AC sur BA. Conclusion dans un triangle ABC rectangle A, cosinus alpha, c'est-à-dire en fait avec le alpha que j'ai pris avant, on est d'accord, eh bien, c'est-à-dire celui-là, eh bien le cosinus alpha est égal à BA sur BC, le sinus alpha AC sur BC, et la tangente AC sur BA. Ça donne quoi ça? Ça donne que dans ce triangle-là, pour le cosinus, je fais côté adjacent divisé par hypoténuse. Pour le sinus, je fais côté opposé divisé par hypoténuse. Et pour la tangente, je fais côté opposé divisé par côté adjacent. Les formules ne dépendent pas de la position du triangle ABC, du moment qu'il soit rectangle A, bien sûr, de sa position dans le plan.